Bien, bonjour à tous. Merci, Yulia, pour la présentation, là, puis merci au RQRD d'offrir cette vitrine-là. Merci aussi à tout le monde qui est en ligne là, pour venir passer votre heure du dîner avec moi. Donc, aujourd'hui, je suis bien excitée là, de venir vous présenter notre projet de revue virtuelle là, qui tire bientôt à sa fin, intitulé là, Plus qu'une histoire de mots. Plus qu'une histoire de mots, c'est vraiment un projet là, qui a été là, co-construit avec des personnes qui vivent avec la douleur chronique et des patients partenaires à la chaire à l'UQAT, qu'on a la chance là, d'avoir dans la salle aujourd'hui, là, Christian et Sylvie. Donc, brièvement, là, je vais parler plus en détail de ce projet-là en particulier. Donc, je vais faire une brève introduction. Ensuite, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, là, présenter le projet, notre équipe, les personnes qui ont participé à la revue, puis les retombées qui ont eu lieu là, suite à cette revue virtuelle. Donc, la revue virtuelle s'intéresse bien évidemment à la douleur chronique. La douleur chronique qui est définie comme une douleur qui va être persistante pour plus de 3 mois. C'est malheureusement une maladie là, qui est très prévalente, qui va toucher là, un adulte sur 5 au Canada. Puis, on estime même là, que cette prévalence-là devrait augmenter là, dans les prochaines années. C'est une condition qui a des impacts sérieux sur le fonctionnement physique, le bien-être émotionnel, le sommeil, la qualité de vie, la vie de famille, la vie de travail et j'en passe. C'est aussi une condition qui est sous-rapportée, peu reconnue, sous-diagnostiquée, puis malheureusement, là, souvent traitée de façon inadéquate. C'est aussi une maladie qui est encore stigmatisée. Puis cette stigmatisation-là va parfois mener là, à des difficultés à partager son expérience, son vécu avec la douleur, là, avec son entourage ou même là, avec les professionnels de la santé. Donc, c'est un peu là, dans cette optique-là qu'on a pensé au projet de revue virtuelle qu'on a décidé d'appeler là, Plus qu'une histoire de mots. Le but de la revue, c'était vraiment de venir démystifier la douleur chronique, les préjugés, puis de vraiment donner la place là, aux gens qui vivent avec la douleur chronique. Donc, ça a été pensé par des gens qui ont de la douleur, puis vraiment là, réalisé dans le but de venir chercher cette communauté-là. On a pensé aussi à lier là, le savoir de la communauté étudiante. Donc, c'est vraiment le partage entre les deux qui va avoir mené à la revue. Donc, on est vraiment essayé de venir créer là, un lieu de partage de connaissances entre la science et le vécu des personnes qui vivent avec la douleur. Souvent, c'est deux mondes qui ne communiquent pas assez ensemble. Donc, cette revue-là était vraiment pensée là, pour venir briser cette distance-là là, entre la science et les gens qui vivent avec la douleur, puis des alliés ensemble là, pour créer un projet. Donc, le projet de la revue, en fait, on est toutes et tous des membres de la chaire de recherche en épidémiologie de la douleur chronique à l'UQAT, qui est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc dans notre belle région dans notre petite ville de Rouyn-Noranda, qui, pour les gens qui ne savent pas, là, à 700 km de Montréal, mais qui est vraiment une belle région. Puis, c'est à cet endroit-là là, qu'on a fait toute notre recherche là, sur la douleur, sous la direction là, de professeur Anaïs Lacorte. Donc, j'ai mis quelques images de la chaire, mais plus en détail, l'équipe du projet est composée de deux patients partenaires, comme je disais tantôt, donc Sylvie Baudouin et Christian Bertrand, qui avaient vraiment comme rôle de diriger là, le magazine, donc qui étaient un peu les chefs là, de cette revue-là. Donc, Christian puis Sylvie qui s'occupaient principalement du volet personnes qui vivent avec la douleur, donc qui ont accompagné là, toutes les personnes qui ont témoigné dans la revue. Moi qui a été présentée tantôt. Puis sinon, on a aussi eu la chance là, de compter sur Estelle Guingault, qui est une graphiste dont tous les dessins que vous voyez, les couleurs, les thèmes, le logo qui a été créé, c'est certainement pas moi qui a fait ça. C'est vraiment Estelle, là, la pro du design, qui est venue créer ce logo-là avec l'équipe. Là, on cherchait vraiment à faire un logo qui unissait là, dialogue et personnes qui vivent avec la douleur. Donc, Estelle, qui est aussi une ancienne étudiante au doctorat, maintenant graduée, là, qui étudie en douleur.
Puis, pour tout ce qui est le volet, vulgarisation scientifique des étudiants, là, on avait la chance de compter sur, professeur Nancy Julien, professeur Anaïs Lacasse, qui ont servi un peu de mentor, mais aussi, de réviseur là, pour tout ce qui était là, le contenu scientifique. On voulait s'assurer que les vulgarisations étudiantes étaient là, bien évidemment basées sur la science, sur des revues par les pairs. Donc, on s'est assuré que le contenu scientifique qu'on voulait publier dans la revue là, avait été validé. Donc, c'est là que professeur Julien et professeur Lacaze ont été là, très utiles pour la réalisation de cette revue. Donc ça, c'est les étapes résumées. Je vais passer là, vraiment plus en détail pour chaque étape, mais ce que je voulais montrer ici, c'est que le projet se réalisait un peu en deux étapes. Donc, on avait la première étape qui était vraiment les personnes qui vivaient avec la douleur chronique qui démarraient le projet dans le sens où c'est eux qui faisaient la première étape du projet, qui faisaient le témoignage. Puis après ça, les étudiants venaient faire une vulgarisation en lien avec le sujet qui avait là, émané du témoignage des personnes participantes. Donc, les gens ont communiqué avec moi. Puis après ça, ce qui était le fun, c'est qu'il y avait tout de suite une mise de contact avec Sylvie et Christian. Donc, on planifiait une rencontre Zoom entre Sylvie, Christian et la personne qui voulait témoigner. Puis, on pouvait discuter là, du message qui allait être livré lors du témoignage, comment faire, répondre aux questions. Donc, il y avait un accompagnement qui se faisait directement dès le début. Puis, lorsqu'on savait là, le sujet qui allait être abordé possiblement dans le témoignage, là, de notre côté, on allait rencontrer les étudiants qui étaient intéressés à venir faire une vulgarisation scientifique sur un sujet qui était connexe. Donc, pour les personnes qui faisaient des vulgarisations scientifiques, il y avait un premier jet qui était réalisé, puis après ça, on avait là, la révision par Anaïs et Nancy. Puis finalement, lorsque tout le produit final avait été concocté, on l'envoyait à Estelle qui, elle, l'intégrait à la revue. On offrait aussi une compensation là, aux gens qui participaient à la revue, une compensation de 100 là, pour les personnes étudiantes qui participaient et les personnes avec la douleur qui écrivaient un témoignage. Donc, plus en détail, comme je disais tantôt, la première partie, c'était vraiment le témoignage des personnes qui vivent avec la douleur chronique. Donc, on offrait trois options. Les gens pouvaient utiliser, de livrer leur message soit par témoignage écrit, soit par la réalisation d'un œuvre virtuel ou par la réalisation d'un témoignage vidéo. Puis, on va le voir tantôt, mais c'est le fun parce qu'on a eu la chance d'avoir les trois médiums, en fait, qui ont été utilisés là, dans la revue. Pour ce qui est du témoignage écrit, on demandait un texte d'environ 300 à 800 mots. Là, c'était assez libre selon le message qui voulait être véhiculé. Il pouvait être rédigé en français ou en anglais. On a seulement eu des textes en français pour le moment dans notre revue, mais les personnes qui s'expriment mieux dans la langue anglaise, c'était vraiment accepté aussi de faire le témoignage en anglais. Puis, on offrait aussi la possibilité soit de signer notre témoignage ou de rester anonyme s'il y en a qui avaient un message à dire, mais ne voulaient pas nécessairement là, être associés au message ou quoi que ce soit. On offre aussi la possibilité d'être anonyme. Puis ce qui est important pour nous, c'est que les gens qui témoignaient avaient quand même un fil conducteur dans leur témoignage. On voulait ça, on voulait qu'il y ait un message qui soit véhiculé, puis un sujet précis qui allait être abordé. Puis, comme je disais tantôt, là, il y avait vraiment là, un accompagnement qui se faisait de la première journée à la dernière journée avec Sylvie et Christian qui pouvaient être là pour aider avec les idées, à ficeler le message, la correction des textes pour les gens comme moi qui font encore des fautes quand on écrit en français. Là, il y avait un accompagnement qui se faisait à ce niveau-là, puis tout ce qui était là, la recherche du message clé. Donc, à titre d'exemple, on a justement eu là, le premier témoignage qui a été fait là, par Violaine, donc qui s'est intéressée vraiment à son histoire avec la maladie. Donc, si on prend un exemple, le message qui a été véhiculé, c'était vraiment, tu sais, le changement d'identité. C'était une personne qui vivait, qui était un athlète, puis du jour au lendemain, se ramasse avec des douleurs. Donc, cette appropriation-là d'une nouvelle identité. Puis le message qui était abordé à la fin, c'était vraiment que cette nouvelle identité-là n'avait pas été facile à adopter, mais était possible, puis que elle pouvait être fière là, de la personne qui était aujourd'hui. Donc, c'est son histoire qui a été écrite à travers la revue qui est disponible en ce moment, puis qui était là, un exemple d'un témoignage écrit qu'on a eu dans la revue. Pour ce qui est du témoignage vidéo, on demandait une vidéo d'environ 5 minutes, encore une fois, en français ou en anglais,
qui pouvaient être signés ou de façon anonyme. Pour ce qui est, du témoignage vidéo, il y avait aussi un accompagnement là, qui se faisait par notre équipe, donc il y avait pas besoin d'être, expert en montage vidéo ou quoi que ce soit. On avait aussi Christian là, qui était, vraiment super bon pour accompagner les personnes participantes, des astuces de tournage de son, comment télécharger notre vidéo. Donc le but ici, c'était vraiment là, de focaliser sur le message et non pas sur, comment faire un vidéo, parfait. Donc, on a eu la chance d'avoir justement 2 vidéos dans notre revue. Donc, ça a vraiment été intégré à la revue virtuelle. Donc, quand on ouvre la revue, là, qu'on va voir tantôt, on peut appuyer sur le bouton play, puis ça nous emmène là, à la page YouTube, puis le témoignage peut être écouté directement à travers la revue. On a eu la chance d'avoir Cindy qui est venue nous parler de tout ce qui était la solitude liée à la douleur, une personne encore une fois très active avec plusieurs tâches, était infirmière avec une vie très mouvementée, puis là se ramasse, tu sais, avec de la douleur chronique, une invalidité. Donc elle est venue parler de justement toute cette solitude-là qui entoure la douleur. Puis elle, dans son histoire à elle, en fait, c'est le fait d'avoir un animal de compagnie qui est venu vraiment aider avec cette solitude-là. Donc, elle est venue aborder là, principalement les bénéfices de l'ajout de compagnie là, dans sa vie avec la douleur chronique. Puis, on a aussi eu la chance là, d'avoir un témoignage vidéo de Sophie qui est venue parler de la résilience puis de l'acceptation de la maladie. Donc, elle, le message qu'elle disait, c'était vraiment de choisir la résilience au lieu de la résistance pour mieux vivre avec la douleur chronique. Donc, encore une fois, elle a un témoignage qui était vraiment puissant et intéressant qui a décidé là, d'être livré sous forme vidéo. Finalement, on avait aussi la possibilité de livrer le témoignage via des œuvres visuelles, donc que ça soit photos, poèmes, dessins, peintures, tout était les bienvenus. Puis, en fait, on demandait aussi d'ajouter là, une description en mots de l'œuvre. Puis, encore une fois, tu sais, le but était le même, c'était d'avoir un message à livrer, de savoir quoi véhiculer à travers ces images-là. J'ai pas d'exemple à ajouter présentement parce que ça va être publié dans quelques jours, la partie sur les œuvres visuelles, mais on va avoir la chance d'avoir un témoignage à l'aide de photographies qui va être publié là, dans quelques jours par Laurent, donc qui était aussi un témoignage qui était vraiment très intéressant, qui a utilisé la photographie en fait pour exprimer comment que la douleur était présente dans sa vie. Donc, une fois que les témoignages étaient écrits par les personnes participantes, qui avaient été révisés, puis que les thèmes avaient été sortis, la deuxième étape, c'était vraiment de jumeler ce témoignage-là avec une personne étudiante qui allait aborder un sujet qui traitait de près, de près là, le témoignage des personnes participantes. Donc, pour la première revue, je m'étais prêtée au jeu là, de le faire en tant que personne étudiante. Donc, j'ai été jumelée là, avec mon amie Violaine qui avait parlé de tout ce qui était là, de changement d'identité, la vie avec le sport. Donc, j'ai décidé de faire une vulgarisation scientifique sur l'identité athlétique et la douleur chronique. Donc, c'est un thème qui a émané du témoignage, mais qui n'est pas nécessairement là, juste ça qui a été parlé dans le témoignage. Donc, c'est une vulgarisation scientifique d'à peu près la même chose, 700-800 mots, basés sur la littérature, puis qui a été révisée, là, dans mon cas, par professeur Julien et professeur Lacaze, puis qui parle vraiment de tout ce qui est l'identité athlétique, quand on perd ça, qu'est-ce qu'on fait, puis les défis qui peuvent être liés à ça. On a aussi un autre exemple, par exemple, le troisième témoignage qu'on a parlé de santé mentale, les défis, puis tout ce qui était là, en lien avec la résilience. Fait qu'on a profité de cette occasion-là pour parler de santé mentale et douleurs chroniques, puis du rôle du psychologue qui est souvent méconnu et très stigmatisé aussi. Donc, Karen, qui est une étudiante à l'Université de Montréal en psychologie, justement, qui a réalisé cette vulgarisation scientifique-là. Donc, encore une fois, c'est pas, on parle pas juste, par exemple, d'un thème qui était la résilience, mais un thème qui est similaire, puis on en profite là, pour faire une vulgarisation, puis informer les gens d'un thème particulier de la douleur, comme c'était le cas ici, là, la santé mentale et le psychologue. Donc, en somme, les personnes qui ont participé à la revue
c'était dans le premier volet des personnes qui vivaient avec la douleur chronique puis qui avaient le goût de partager leur histoire. On a aussi donné la priorité aux membres de l'Association québécoise de douleur chronique qui étaient des, partenaires, financiers justement, des partenaires de la revue. Donc, je crois que toutes les personnes qui ont témoigné dans la revue ou presque là, étaient membres, et sont membres de la QDC. Puis pour ce qui est du volet étudiant, on est allé là, chercher des étudiants et des étudiantes passionnés par le sujet de la vulgarisation scientifique, qui, étudiaient dans le champ de compétences, qui avait été discuté dans l'article. Au début, on pensait prendre des étudiants qui peu importe le sujet, qui était abordé, mais on s'est rendu compte que les étudiants aimaient mieux parler, là, des sujets qu'ils connaissaient mieux, ce qui est normal, là, pour, qui étaient plus en confiance de faire une vulgarisation dans leur sujet. Donc, on est allé, avec cette optique-là par la suite. Puis, on a priorisé les membres, du Réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur, qui est le réseau junior, là, du, RQRD. Puis, tous les étudiants qui ont participé à la revue, sont membres de ce réseau. Donc, les retombées du projet, on a presque terminé là, les 10 articles qu'on avait anticipés, donc 5 témoignages et 5 vulgarisations. En ce moment, il y en a 3 de publiés dans la revue, mais les 2 vont suivre là, une publication en septembre et une publication en octobre qui clôturait là, notre premier volume qui avait un objectif de 10 articles. Sinon, les autres retombées, ben, notre but primaire, c'était vraiment de venir faire dialoguer la science et le public. Donc, on a eu la chance là, de mettre la revue en ligne, de présenter le projet à la retraite annuelle du Réseau québécois, de faire la présentation d'aujourd'hui. Puis, le projet va aussi être présenté là, prochainement au Musée de la civilisation du Québec dans le cadre d'un événement avec les FRQ qui va permettre encore plus de faire dialoguer la science et le public et de faire promouvoir là, le projet, puis l'importance de déstigmatiser la douleur chronique. Aussi, tu sais, le processus de création de la revue a été bénéfique, je crois, pour les gens qui ont participé. Puis j'ai recueilli justement quelques témoignages des gens qui ont écrit dans la revue, donc personnes étudiantes et personnes qui vivent avec la douleur chronique. Puis je pense que c'était quand même des vraiment beaux messages. Fait que je vais prendre le temps de vous les lire là, de ce qui a ressorti de la revue. Donc, il y a une personne qui nous a dit: l'opportunité de partager une bribe de mon passage avec la maladie chronique via ce projet m'a permis de prendre bien conscience que cette expérience m'a fait grandir en tant qu'individu et m'a amené beaucoup de positifs malgré tout. Ça m'a également très fière de penser que j'aurais peut-être contribué à rendre ce sujet plus léger et moins tabou pour des personnes ayant passé par le même type d'épreuve que moi. On a aussi une autre personne qui nous a dit: enfin bref, de voir par écrit mon cheminement, de le lire et relire pour arriver à synthétiser mon message et en raconter une petite partie devant une caméra, ça m'a rendu fière. Fière de mes capacités de résilience et de persévérance. Ça m'a aussi fait un énorme bien d'oser ressentir cette fierté. Il y en a plusieurs aussi qui m'ont dit que le fait de verbaliser leur histoire, ça leur a permis de le montrer à leur entourage, à leur famille, donc ouvrir le dialogue aussi avec les personnes qui sont près d'eux, qui parfois, c'est pas toujours facile d'en parler. Donc, la revue va avoir aussi ouvert le dialogue, là, pas rien qu'au grand public, mais aussi à leur entourage proche. Puis, on a aussi là, une personne étudiante qui a participé, qui nous a dit: c'était une expérience enrichissante comme étudiante au doctorat, car j'ai pu investir du temps à la rédaction d'un article qui s'adresse directement aux personnes qui vivent avec de la douleur chronique, ce qui est valorisant considérant que souvent nos travaux visent particulièrement la communauté scientifique. Donc, c'est vrai que, tu sais, avec notre doctorat, on publie souvent des articles scientifiques qui souvent ne sont pas nécessairement là, adaptés pour une lecture pour tout le monde. Donc, de prendre le temps de vulgariser le sujet, de s'adresser directement aux gens qui vivent avec la douleur, c'est un défi pour les personnes étudiantes, mais je pense que c'est un défi nécessaire, puis que les personnes qui ont pu essayer cet exercice-là, malgré les difficultés, je pense qu'ils étaient bien fiers là, du résultat que ça a donné. Puis finalement, là, en termes de retombées plus larges, on espère que la revue va avoir aidé à faire avancer les connaissances sur divers sujets de la douleur chronique. Plus spécifiquement, la revue, là, le volume 1 va avoir parlé de la douleur chez les athlètes, du rôle du psychologue. On a un article sur la zoothérapie, on a un article qui s'en vient là, sur la douleur cancéreuse, sur l'art-thérapie. Donc, je pense que c'est des sujets qui sont très importants, mais souvent peu abordés. Donc, la revue va avoir aidé là, un peu à contribuer aux avancements des connaissances à ce niveau-là.
Puis notre but ultime qu'on espère avoir réussi à faire, c'est de déstigmatiser un peu la douleur chronique et ses conséquences. Donc plus qu'on en parle, plus qu'on aide à avancer dans cette direction-là. Donc c'est un peu là le but de la revue, puis on espère avoir contribué à notre façon. Donc, j'ai mis, le code QR pour les gens qui veulent aller, directement voir la revue. Sinon, je pensais profiter de l'occasion là pour, justement montrer, la revue, comment aller la chercher, puis, la feuilleter rapidement. Donc, la revue se trouve présentement sur justement le site web de la chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique de l'UQAT. Si on marque chaire douleur UQAT sur Google, d'habitude, ça sort là comme, 1er lien en haut. Donc, on peut juste là aller dans la revue, puis en fait, là, il y a une icône qui va sortir pour, découvrir le magazine. Donc, on appuie sur ce lien-là, puis on se ramasse sur la page là, du projet. Donc, on a ici tout le descriptif du projet. On a aussi une vidéo aussi qui est vraiment intéressant, qui a été faite, là, qui décrit le projet, mais qui présente aussi Sylvie et Christian, là, que je vais pouvoir aussi introduire à la fin, là, les patients partenaires de la revue, qui partagent un peu leur histoire, puis comment est-ce qu'on en est venu à l'idée de créer ce projet-là. Puis finalement, quand on a aussi, l'équipe, puis nos financements, mais si on pèse sur, découvrir le magazine, en fait, on arrive directement là sur la revue qui peut être, feuilletée, et lue directement ici. Donc, on peut voir là la revue. Donc, ici, comme je disais, par exemple, le premier témoignage, si on appuie ici sur l'encadré avec, le petit bouton play, là, ça nous amène directement sur YouTube pour avoir accès au témoignage. Donc, ça fonctionne toujours pareil. On a le témoignage de la personne qui vit avec la douleur chronique en premier. Puis, quand on feuille la page suivante, on a la vulgarisation scientifique qui est associée à ce témoignage-là. Donc, pour le moment, on peut voir qu'on en a 3, mais les prochaines s'en viennent prochainement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, là, d'aller sur le site de la chaire est vraiment là, l'endroit idéal pour trouver la revue. Donc, je termine sur une citation là, de Guy Corneau qui a été proposée par Sylvie Baudouin, puis qui est justement là, venue mener un peu au titre qu'on a trouvé. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des mots dits et cessent d'être maudits. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on est allé là, créer la revue. Donc, voilà, là, un bref aperçu de la revue. J'ai laissé mon courriel dans le bas de la page parce que le volume 1 est terminé, mais on n'est pas fermé à l'idée de faire un volume 2. Pour le moment, c'est pas dans les plans prochainement, dans les prochains mois, mais c'est quand même pas fermé. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à la revue, là, j'ajoute quand même mon courriel dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si jamais il y a un volume 2 qui s'en vient. Là, on serait bien content d'avoir déjà des gens qui seraient prêts à témoigner.